Ciao à tutti, c'est Gilbo qui vous parle pour ce 11e épisode du podcast Calcio Azzurro, un épisode consacré à la nationale et qui va jouer sa qualification en huitième de finale de l'Euro 2024 contre la Croatie demain soir. Pour m'accompagner, deux anciens camarades de Calcio Mio, tout d'abord Paul Vinet. Salut Paul. Salut Gilbo, salut Michael. Et voilà, tu as anticipé. Le deuxième compagnon du jour, c'est Michael Maggi. Salut Michael. Salut, salut tous les deux. Italie-Croatie, on va commencer par un petit point comptable, hein, de voir exactement quelle est la situation et qu'est-ce qui a besoin demain soir. Donc, le groupe B, le classement actuel, l'Espagne, certaine de terminer en tête avec 6 points. L'Italie actuellement deuxième avec 3 points. Et l'Albanie ou la Croatie ont toutes les deux un point. Demain soir, Espagne-Albanie, avec l'Espagne qui va énormément faire tourner, donc avec le risque que l'Albanie puisse faire peut-être les 3 points, et l'Italie donc qui joue la Croatie avec une obligation, ne pas perdre, ce qui voudrait dire que l'Italie terminerait à la deuxième place du groupe. En cas de défaite, l'Italie se retrouverait à 3 points. Si l'Albanie gagne, elle termine quatrième et à coup sûr éliminée. Si l'Albanie ne gagne pas, l'Italie a encore une chance de se qualifier en terminant dans les quatre meilleurs troisièmes. Paul, première question. Donc, deux résultats favorables sur trois. Il y a quand même un petit avantage au point de vue comptable, ou est-ce qu'au contraire, c'est encore plus dangereux? Ah bah c'est les deux, c'est que tu as l'avantage au départ de te dire, face à une Croatie qui est pas forcément la plus, inspirée en ce moment, de te dire que le 0-0 te satisfait, mais d'un côté, je pense que cette Italie a tellement de problèmes et se fait tellement peur facilement que c'est aussi le piège de te dire, on garde ce 0-0, et voilà, tu es capable de manger le but à la 88e, et terminé. Donc c'est double tranchant personnellement, je préférais que l'Italie aille chercher la win, sans se soucier d'un match nul. Ouais, c'est en tout cas un petit peu ce que Spalletti a dans l'idée. Maintenant, après, c'est vrai qu'une fois que tu es sur le terrain, c'est pas toujours évident. Oui. Et c'est des situations où, en effet, tu sais pas vraiment trop te positionner. Alors, par le passé, l'Italie s'est souvent retrouvée à jouer sa qualif sur le troisième match de poule, que ce soit en Coupe du Monde ou à l'Euro. À l'Euro, une stat un petit peu positive, l'Italie n'a jamais perdu le troisième match depuis 1980. Donc, c'est ça, globalement, un petit quelque chose qui peut être intéressant. Maintenant, Michael, moi, je trouve qu'il y a des similitudes assez invraisemblables avec cette Coupe du Monde 2014, donc il y a tout juste 10 ans. Même les trois matchs sont joués le même jour. Et l'Italie avait débuté par une victoire 2-1 avant de perdre les deux autres matchs 1-0. Voilà, je voulais avoir un petit peu ton avis. Voilà, nous, Italiens, on a un petit peu ce côté superstitieux, mais là, il y a quand même beaucoup de choses négatives. Ouais, c'est pas la stat qui fait plaisir, ça c'est clair. Euh, non, mais je suis d'accord avec Paul. Je pense qu'il faut vraiment effectivement aller la chercher. Après, tout dépend de l'approche psychologique du match, hein. Je suis pas tout à fait certain qu'on ait un max de méga leaders dans cette équipe. Ce qui m'a un peu frappé lors du match contre l'Espagne, c'est une sorte de forme de mollesse. Si on compare avec des équipes euh, des nationales et qui étaient moins talentueuses, par exemple sous l'ère Conte, par exemple, il y avait moins de talent, encore moins de talent que ce qu'on a aujourd'hui, et pourtant pourrait en parler quand même. Et pourtant, c'était quand même une équipe qui bougeait l'adversaire, qui avait pas peur de rentrer dedans. Là, on n'a pas ça, donc je pense qu'au-delà des questions technique et même tactique. Je crois que la question vraiment principale autour de cette nationale, et c'est de se demander si effectivement elle a un peu de caractère. Ouais, et c'est vrai que du coup, celle de 2014 qui nous avait enthousiasmé sur le premier match contre l'Angleterre, finalement avait démontré de grandes, grandes lacunes psychiques, hein, et s'était complètement effondré sur les deux matchs d'après. Enfin, on va essayer de rester optimiste. Moins optimiste, on va quand même revenir un petit peu sur le match contre l'Espagne de jeudi soir. Donc l'Italie qui ne s'incline que 1-0, et une personne qui n'a pas vu de match aurait pu se dire, tiens, finalement, ils n'ont pas eu de chance, ils se prennent un CSC
et ils perdent 1-0, mais tous ceux qui ont vu le match se disent bah, on est bien content de n'avoir perdu que par un but d'écart. Paul, on en avait parlé donc tous les deux avant ce match des choix de Spalletti. Et donc Spalletti a confirmé en bloc le 11 qui avait battu l'Albanie. Pas de compromis, donc une volonté de regarder l'Espagne droit dans les yeux et de jouer du football. Mais finalement, on s'est retrouvé à être dominé pendant 90 minutes et le ballon, on l'a vu que de loin. Ouais, bah, c'était moi ce que je souhaitais, c'était garder ce 11-là avec la même approche que tu as vu contre l'Albanie. Bon, malgré le but casquette encaissé, là, on va dire que la réaction après le but, et en fait, on n'a jamais vu dès le début, ça a été une tempête. T'as pas réussi à garder ce ballon, enfin déjà, t'as pas réussi à récupérer ce ballon haut, t'as pas réussi à relancer propre sous le pressing adverse, et tu as subi 90 minutes. Donc t'as jamais réussi à reproduire un dixième de ce que tu avais fait dans la première période contre l'Albanie. Donc à partir de là, avec le 11 que tu as, il y a vite des joueurs qui sont dépassés, hein. Skamaka ne peut rien faire. C'est pas du tout ses qualités premières de jouer aussi bas et de jouer avec aussi peu de ballons. Et donc offensivement, c'est un néant terrible. Et tu te retrouves, stade du match, tu te retrouves avec un tir cadré en 90 minutes. Et je pense que le tir cadré, il arrive assez tard. Donc non, pas grand-chose à dire, à part que tu as pris une leçon. Voilà, tu as pris une tempête, une leçon. Je pense que Spalletti est passé à côté dans son approche, dans son plan de jeu. Et voilà, pas grand-chose à dire. 1-0 est flatteur. Ouais, voilà, c'est ça. On l'a vu sur tout le match, hein, l'Italie qui courait derrière le ballon. Au final, elle a plus couru que l'Espagne, mais elle a vraiment couru dans le vide. Très peu de courses à haute intensité. Il n'y en a eu que 3 courses, je crois, dans la surface espagnole. Enfin, on est au niveau de. C'est une pauvreté absolue. Donc, Mm. 2 seules frappes au but, celle de Chiesa en première mi-temps à la 45e minute, et puis la frappe cadrée à la toute fin. Michael, est-ce qu'on parce qu'on en parlera après des individualités, mais je dis pas qu'on puisse faire un procès à Spalletti, mais est-ce que Spalletti, lui aussi, s'est vu un petit peu trop beau au final pour affronter l'Espagne? Bah, il y a certainement un peu de ça et puis il y a aussi, peut-être, un manque de lucidité sur le premier match. Alors c'est vrai qu'on prend un but, grotesque très, très rapidement. Après, l'équipe, réagit très bien et d'ailleurs elle met quand même elle met de la vitesse, elle met de l'envie, enfin, ceux qui ont vu le match se sont très certainement dit, au bout de la deuxième minute, que l'Italie allait repasser devant et peut-être même, sans trop tarder. C'était pas très étonnant parce qu'on voyait bien qu'il y avait un gros, gros différentiel. En revanche, ça a peut-être masqué, certaines, carences dans l'équipe, parce que, le match, que fait Fratesi, par exemple, contre l'Espagne. Il fait pas un très, très grand match contre l'Albanie, ça c'est clair. Jorginho fait un match à peu près correct lors de la première mi-temps. À la fin, il devient très agaçant parce qu'il perd énormément de ballons, il est quasiment jamais juste. Si Di Marco a fait plutôt un match correct, Di Lorenzo, lui, a déjà pas fait un super, super match, j'ai l'impression. Enfin, moi, j'avais l'impression. Donc déjà, il y a cette petite lucidité en moins qui fait qu'il y a pas mal de joueurs qui jouent pas forcément dans des rôles qui sont leur rôle de prédilection et que pour moi, on le voyait déjà contre l'Albanie. Donc il y a un petit peu de ça. Et puis aussi, dernier élément, c'est effectivement, je ne sais pas dans quelle mesure, quand tu finalement fais une deuxième mi-temps contre l'Albanie, pas ultra, ultra correcte, et que toi, sur le banc, tu fais des remplacements quand même très, très tardifs. Ça donne quand même un signal. D'abord, ça épuise tes joueurs qui sont les joueurs les plus importants de l'équipe. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que le signal que tu envoies à ton banc un peu, c'est de dire si je vous mets si je vous mets sur le terrain, je suis pas tout à fait certain qu'en fait ça constituera une valeur ajoutée et j'ai même peut-être peur que finalement on s'en sorte avec un nul. Donc il y a un peu de tout ça qui rend peut-être aussi l'équipe un peu fébrile mentalement et qui a aussi mis des joueurs dans le dur, alors que nous, on était tous contents et tous enthousiastes de voir Fratesi, par exemple, faire des trucs lors de cet Euro. Et là, à mon avis, il a carrément le nez dans les chaussures, quoi. Ouais, c'est une évidence et du coup, on pourrait presque penser vraiment à une Italie où il n'y a pas beaucoup de capitaines dans l'âme, hein.
on n'a pas de vrais meneurs, des joueurs qui vont permettre de réagir. Et c'est vrai que lorsque tu parlais tout à l'heure de l'Italie de Conte à l'Euro 2016, disons que Conte était un entraîneur à Agnac, alors que Spalletti est un entraîneur qui mise tout sur le jeu. Au niveau des individualités, donc heureusement qu'on avait dans les buts notre capitaine, hein, Gigio Donnarumma, qui a fait vraiment un super match. Paul Donnarumma, il a quand même été un petit peu critiqué, surtout en fin de saison au PSG. Là, il redémontre quand même qu'il fait partie des tout meilleurs gardiens européens. Ouais, bah déjà contre l'Albanie, hein, il te sort cette parade en toute fin de match qui te préserve la victoire. Et là, écoute, taille patron. On va dire, on va penser que l'Euro est sa compète, est sa vraie compète, parce que j'ai l'impression qu'il se. Non, au PSG, il fait une très belle saison en Ligue 1. C'est juste en Ligue des Champions, tu as le spectre, de toute façon, le PSG, la malédiction, et donc tu as les gardiens qui sont capables de te faire des boulettes qu'ils ne feraient jamais. Et là, ouais, écoute, le maillot italien, lui, le remet d'aplomb. Et donc, match patron, et malheureusement, quand ton seul bon joueur sur le terrain, c'est le gardien, c'est rarement bon signe. Après, tant mieux pour la nationale, c'est-à-dire que tu as un gardien en confiance et dans un match, on va dire un 16e de finale contre la Croatie, c'est forcément une bonne chose d'avoir un gardien en confiance au moment d'aborder ce match. Donc, ouais, le point positif, c'est celui-là, c'est le seul. Ouais, c'est dur d'en voir d'autres, même si on pourrait dire que Bastoni, Calafiori en défense centrale, finalement, c'est pas eux qui ont pris le bouillon, donc l'entente commence à se faire et on peut travailler dessus. Il y a un joueur donc qui a vraiment pris la foudre, c'est le cas de le dire jeudi soir, donc c'est Di Lorenzo, hein, le capitaine du Napoli, qui s'est retrouvé à affronter un Nico Williams en feu pendant 90 minutes. Dans des 1v1 qui lui ont vraiment fait très mal, et ce dès les toutes premières secondes de la rencontre, hein. Les stats sont d'ailleurs assez implacables avec le Napolitain. Il a perdu 12 ballons, on n'en a récupéré qu'un seul. Il a subi 4 dribbles, tous du même joueur. Alors on pourrait à sa décharge un tout petit peu dire qu'il a été laissé assez seul, et là on pourrait revenir à peut-être une erreur tactique de Spalletti sur ses choix, peut-être même sur la compo, mais aussi sur le module de jeu qu'il aurait pu mettre en place. Mais bon, il faut quand même dire, Michael, je pense que tu vas pas me contredire, que Di Lorenzo est complètement passé à côté de sa rencontre, et que probablement il aurait dû être sorti à la mi-temps. Ouais, tout à fait. La dernière fois que j'ai vu un latéral prendre autant le bouillon à cet endroit-là, sur ce côté-là du terrain, on a fait une émission sur la série B, c'était Piccini contre Palermo. C'était le même genre de match, quoi. C'est-à-dire, tu sens tout de suite que le gars va pas du tout y être. Dès les premières minutes de jeu, alors à des moments donnés, bon, il faut aussi, voilà, il y a des moments où il a réussi à remporter quelques duels, où il a essayé, enfin, il s'est accroché, donc on peut pas dire que c'est un joueur qui n'était pas du tout impliqué ou quoi. Je pense que c'est des joueurs, et là aussi on en a parlé un petit peu en off juste avant. Je pense que il y a beaucoup de joueurs du Napoli, enfin, les joueurs du Napoli qui jouent cet Euro héritent d'une saison qui était un peu cataclysmique. Ils sont arrivés. Alors, je ne sais pas dans quelles conditions physiques, mais en tout cas, ils sont arrivés dans des conditions psychologiques qui ne sont pas optimales. Par exemple, voilà, côté Kvara, par exemple, on ressent aussi la même usure, qui est peut-être une usure mentale, même s'ils n'ont pas non plus le même âge, hein. Di Lorenzo, il a pas 23 ans, ça c'est clair. Mais ça, c'est sûr que c'est aussi. Alors après, c'est pareil, c'est toujours une dimension psychologique. Si tu sors Di Lorenzo du match lors de enfin, à la pause, alors que à ce moment-là, il y a encore 0-0, est-ce que tu le perds pas? Est-ce que tu casses pas quelque chose, sachant qu'il n'y a pas énormément non plus d'alternatives, et que la rentrée de Darmian, par exemple, contre l'Albanie est un peu flippante aussi. Donc, il y a pas mal de choses à prendre en considération. Et c'est vrai aussi qu'il n'a pas été particulièrement super aidé non plus. Mais oui, c'était cata, ouais. Tu parlais des duels de Di Lorenzo, et là je regarde les stats, il est pas si ridicule, hein, sur les duels, hein. Il en gagne 9 sur 15 au sol et 2 sur 3 dans les airs. C'est juste, en fait, il y a des duels qu'il doit paumer qui sont vraiment les duels à pas paumer, enfin qui sont dans la zone de vérité. Sinon, en termes de 1 contre 1, il est pas si ridicule que ça.
Ouais, mais c'est vrai qu'il en a quand même perdu beaucoup et du coup, Williams a un petit peu fait ce qu'il a voulu. Di Lorenzo, il paye aussi un petit peu sa saison, disons, sportive, mais aussi ce dernier mois un petit peu plus compliqué avec le fait qu'il ait été sifflé au moment de sa sortie lors du dernier match au Maradona. Il en a beaucoup voulu au club, un petit peu aussi aux supporters. Son agent qui a fait quelques sorties en insistant sur le fait qu'il voulait qu'il parte absolument du club. Il était irrévocable, alors que de l'autre côté, il y a Conte et De Laurentiis qui disent non, il va rester. Donc, toi, Paul, on va dire ces problèmes, on va dire extra-euro, tu penses qu'ils ressortent un petit peu quand même Ça là? ressort toujours, après ça dépend des joueurs, ça ressort plus ou moins, mais oui, tu es obligé d'avoir une incidence déjà de par ta saison en club où, tu passes de héros du pays à zéro du pays. Là, l'ambiance au Napoli sur la fin de saison, elle était terrible. Donc, tu l'as dit, les sifflets qu'il a mal vécu en plus. Et en plus, oui, il a les rumeurs de transfert où ça parlait d'un intérêt de la Juve juste avant qu'il arrive au rassemblement. Enfin, c'est évidemment que ça joue un minimum sur le joueur. Après, voilà, je te disais, c'est que est-ce que ça joue énormément ou un tout petit peu? Ça, c'est selon le caractère du joueur, et de son mental, tout simplement. Après, on va voir, hein, peut-être qu'il va nous sortir un gros match de mec de caractère contre la Croatie, hein, c'est toujours possible. Ça reste un bon joueur. C'est juste que c'est un joueur qui est dans une mauvaise passe, mais ça reste quand même un bon joueur, qui peut être sur un match très bon défensivement. Ouais, je suis d'accord avec toi et donc ça va nous permettre, en parlant de Di Lorenzo puis de la Croatie, de faire la transition et d'aller vers cette rencontre donc décisive qui aura lieu demain soir contre les Croates. Spalletti donc va sûrement faire des changements. En tout cas, il en a déjà un qu'il doit faire de façon obligée vu que Di Marco est blessé. Et même s'il s'entraîne avec le groupe aujourd'hui, il ne semble pas apte à pouvoir jouer demain soir. L'absence de Di Marco donc, devrait entraîner la titularisation soit de Darmian, soit de Cambias au poste de latéral gauche, même si c'est Darmian qui tiendrait la corde. Et en quelque sorte, ça devrait sauver Di Lorenzo, puisque initialement, Spalletti pensait peut-être de sortir le Napolitain au profit de Darmian, mais il n'a pas envie de révolutionner toute sa défense et donc Di Lorenzo pourrait être titulaire. À côté donc de ce doute entre Darmian et Cambiaso pour remplacer Di Marco, il y a deux autres joueurs qui sont sur la sellette. Le premier, c'est Scamacca qui, face à l'Espagne, donc revenait beaucoup, n'attaquait pas trop la profondeur, mais très clairement, il n'a pas eu de ballon jouable. Et là, Spalletti voudrait avoir un peu plus de profondeur dans son jeu pour affronter la Croatie. Et l'hypothèse Retegui est en train de prendre de l'ampleur. Toi, Michael, si tu devrais choisir entre les deux pour ce match, est-ce que tu serais comme Spalletti plutôt tenté de mettre Retegui pour la profondeur ou tu redonnerais encore une chance à Scamacca? Non, je pense qu'effectivement, moi, je choisirais plutôt Retegui. D'abord, tout à l'heure, tu parlais d'une autre Coupe du Monde. Cette façon de choisir un autre attaquant qui se révèle un peu en cours de route, ça fait penser un peu à 90 et il y a des caractéristiques un poil communes, pas forcément ultra communes entre Retegui et Schillaci, mais il y a quelque chose un petit peu. Ce qui est intéressant chez les joueurs, c'est que d'abord, c'est un joueur qui a une expérience du jeu au milieu de terrain, ce qui n'est pas, évidemment pas du tout le cas de Scamacca, qui a la capacité d'aller un peu et s'exporter sur les côtés aussi. Donc, en termes de volume, c'est peut-être un joueur qui apporte un poil plus de garantie. Et puis surtout, c'est un joueur qui a des meilleures stats. Donc les stats, au bout d'un moment, on est tous d'accord, on sera tous d'accord pour dire que ça fait pas tout et qu'il faut surtout pas regarder le jeu uniquement sur les stats. Mais à ce niveau-là, il y a peut-être effectivement une confiance un peu supérieure. Il a quand même joué moins de matchs, je veux dire, enfin, il a moins de sélections dans l'absolu, Retegui, et il a déjà plus de buts, beaucoup plus, enfin, il a 5 fois plus de buts, à dire vrai, que Scamacca. Donc moi, je me l'attenterais, ouais, quand même. Ouais, je pense qu'il devrait s'orienter à ça, surtout que la défense croate n'est pas réputée pour être d'une grosse solidité, ou tout du moins d'avoir beaucoup de vitesse.
Il y a un autre ballottage qui semble être, qui va porter un des titulaires vers la sortie, c'est celui entre Jorginho et Fagioli. Bon, là, rien n'est complètement acté, mais dans l'esprit, Jorginho ne sera pas titulaire demain soir, et c'est Nicolo Fagioli qui tient la corde. Paul, déjà à la base, quand Fagioli a été convoqué, bon, plusieurs personnes ont un petit peu dit, bon, ça fait 7 mois qu'il joue pas. Mm. Qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter? Spalletti, en fait, on a toujours fait apporter ce choix-là dès le début du rassemblement. À ton avis, Fagioli, est-ce qu'il peut apporter ce vent de fraîcheur au milieu de terrain de l'Italie? Alors, pour le coup, il est frais. Lui, il n'a pas joué de la saison, donc pour le coup, normalement, il a de quoi donner, il a de l'énergie. Après, est-ce que c'est le bon choix? Techniquement, c'est un bon choix. Après, est-ce que physiquement, contre la Croatie, c'est le meilleur choix? Je ne sais pas. Est-ce que même à Jorginho, c'est le bon choix? Face à un milieu Brozovic, Mm, Kovacic, Modric? Moi, j'ai limite envie de te dire, je préfère un Cristante, tu vois. C'est terrible à dire, hein, mm, parce que mm, Cristante, mm. c'est pas mon footballeur rêvé, hein. Mais on parlait, Michael parlait au tout début de caractère, d'une équipe avec du caractère. Cristante, on a vu sur son contrôle de balle vers la 85e que c'était pas l'assurance touriste avec le ballon dans les pieds, mais en termes de caractère, au bout de 20 secondes, il te met un tampon sur Rodri. Donc, dans un match un peu à la mort comme ça me fait mal de le dire, mais je mise sur le physique derrière un Barella Pellegrini ou Barella Fratesi qui sont plus avec le ballon. Oui, ce choix de Fagioli fait un peu peur et j'ai peur que, comme tu as dit, Spalletti a poussé avec lui et veut un peu mourir avec son idée en fait, de se forcer à dire bah, je l'ai pris contre toute attente. Pas grand monde s'attendait à ce qu'il soit là quand même, hein, vu le passif qu'il y a eu cette saison. Et se dire bah écoutez, c'est le match de la dernière chance. Bah voilà, c'est mon joker. En gros, j'ai forcé avec lui. Bah, soit il fait un gros match et j'arrive la tête haute après en disant bah, vous voyez, Fagioli, ça se tentait avec son profil, ou soit je meurs avec lui. Ouais, c'est vrai que c'est une hypothèse. Bon, voilà, comme il a dit, Fagioli, même s'il n'a pas joué, qu'il manquerait un peu de rythme, il s'est toujours entraîné et toutes les stats Oui. toutes les datas à l'entraînement sont plutôt bonnes. Et au pire, tu le sauras à la mi-temps, tu vois. Tu sais qu'il n'a pas la caisse parce que je pense il peut pas tenir un match à haute intensité aujourd'hui. Mais voilà, tu fais ton coup sur 45 minutes, ça passe à casse et tu le changes selon le déroulé du match par un Cristante ou un Jorginho derrière. Ça peut être une solution. D'ailleurs, il y avait eu quelques critiques contre Spalletti pendant le match contre l'Espagne où on se disait est-ce qu'il ne fallait pas tenter Fagioli à ce moment-là, vu la situation. Ah, moi, je trouve que ces compos sont un peu à l'envers, là. Enfin, tu vois, quitte à. Alors, moi, je voulais qu'ils gardent le même 11 contre l'Espagne avec le même plan de jeu. Bon, c'est totalement raté, mais avec le plan de jeu au final que tu as eu contre l'Espagne, pour moi, si tu étais prêt à jouer comme ça, c'est là où il fallait mettre un Retegui et changer un mec au milieu. Parce que Retegui, on l'a dit, la profondeur, mec qui va te foutre un peu le bazar sur la défense, niveau du pressing, la mentalité, alors qu'un Scamacca est beaucoup moins mobile et un joueur d'appui. Et donc, pour moi, c'est contre l'Espagne où il fallait essayer de mettre un peu ce bazar. Et pour moi, la Croatie, c'est là où il faudrait, dans un premier temps, un Scamacca plus physique sur la défense. Tu vois. J'ai l'impression que Spalletti, pour moi, il fait un peu, il se trompe entre les deux matchs, il inverse un peu l'idée de départ, j'ai l'impression. Ouais, donne un petit peu l'impression de tâtonner. Michael, en parlant de Fagioli, bon, la comparaison, elle est un petit peu forcée, mais on a un petit peu eu cette situation en 82 où on avait un joueur qui revenait d'une longue Ouais. suspension et Bearzot a vraiment forcé pour le lancer. Puis au final, Paolo Rossi a été meilleur buteur de la Coupe du Monde. L'Italie a gagné la Coupe du Monde et lui d'ailleurs est devenu Ballon d'Or derrière. C'est un peu forcé, mais est-ce qu'on peut pas espérer de se dire que Fagioli va voilà, emmener cette fraîcheur, emmener cet enthousiasme et devenir le meneur de jeu qui manque un petit peu à cette Italie? Bah, jamais rien est impossible. Après, bon, c'est pas le même poste. En 82, c'est pas le même jeu non plus. C'est pas tout à fait la même exigence, même si je suis un grand amoureux du football des années 80. Euh, donc, la grosse inconnue, c'est ça, c'est quand t'as pas joué, en fait, t'as pas de certitude. Donc, moi, je pense que ce type de pari-là, il se remporte ou il se perd quasiment dans les premiers instants d'un match parce que si ça se passe bien, s'il tente deux, trois trucs ou il fait
voilà, 2-3 trucs sur les terrains et que ça marche, en fait, ça va lui donner tout de suite de l'allant. Si par contre, tout de suite, il est un peu hésitant et il fait un ou deux trucs qui marchent pas trop, voire une bêtise, hein, qu'elle se termine par un truc grave ou non d'ailleurs, bon, ça peut assez vite tourner au fiasco comme histoire, quoi. Ouais, mais et là, du coup, vu qu'on Fagioli, on va pas refaire l'histoire de sa suspension, mais ses paris illicites, donc ont quand même entraîné pour l'Italie aussi la perte d'un joueur qui nous aurait fait le plus grand bien, Ah bah Sandro ça, c'est Mm, Tonali. certain, ouais. complètement. Je pense que là, il aurait eu vraiment, il avait toute sa place dans cet effectif et très, très probablement, si ce n'est dès le premier match, au moins dès le deuxième, il aurait pris une place de titulaire. En face, la Croatie. Donc, bah, les Croates, on les connaît, hein, depuis que Dalic a pris l'équipe en 2017, c'est quand même un palmarès, même s'il n'y a pas de victoire. C'est un palmarès plutôt sympa avec deux troisième places à la Coupe du Monde, une finale de Nation League. On pourrait penser que c'est une équipe qui est un petit peu en fin de cycle, avec pas mal de joueurs qui sont plus près de la fin Mm. que du début. Mais malgré tout, cette Croatie, même si elle n'est pas convaincante, elle a cette résilience à toujours sortir dans les moments importants. Paul, on l'attendait déjà peut-être pas trop à la Coupe du Monde au Qatar qu'elle puisse sortir le Brésil et finir à Ouais. la troisième place. Là, ils sont dos au mur. Eux, ils ont dit clairement, pour nous, c'est un match à élimination directe. Est-ce qu'elle elle n'en est pas encore plus dangereuse? Ah bah, encore plus dangereuse pour moi que s'il fallait gérer un résultat. Là, elle va essayer de tamponner déjà physiquement, c'est une équipe qui peut te faire souffrir. Et même ouais, techniquement, hein, enfin, je dis tout à l'heure, Brozovic, Kovacic, Modric au milieu. Il y a un peu de ballon, même si Brozovic est en Arabie Saoudite, donc et j'ai l'impression qu'il n'a pas le même rendement qu'un Kanté avec les Bleus sur le terrain. Ça reste un joueur qui est capable de te faire sur un match une masterclass technique. Donc oui, de toute façon, la Croatie, ils l'ont dit, ils ont rien à perdre, hein, donc ça va jouer physique, ça va tenter de faire mal devant avec des mecs bien physiques, des Budimir, des Kramaric. Ouais, ça va être c'est un sacré match, il va pas falloir se rater surtout sur ce plan physique. Après, c'est aussi une équipe j'ai l'impression qui se cherche un peu défensivement. Où t'as Vardiol qui joue à gauche le premier match contre l'Espagne, qui repasse dans l'axe là contre l'Albanie. Donc, enfin, tu sens quoi, ils ont des certitudes sur certains postes et en défensivement, ça a l'air d'être un peu poussif. Ouais, c'est une équipe qui manque aussi de Et, certitude dans et l'absolu, par hein. contre, qui a un jour de repos de plus. C'est vrai que ça n'a pas trop été, alors qu'en Italie, on a souvent l'habitude d'aller chercher un petit peu la petite bête. Là, bizarrement, personne n'en a parlé, mais c'est vrai que la Croatie a une journée de récup en plus et ça pourrait peut-être jouer. Donc, cette équipe de Croatie, donc, si on va, Michael, hein, je t'emmène toujours un petit peu sur le passé et sur les stats. Depuis que la Yougoslavie a explosé, donc 1994, bah, l'Italie n'a jamais battu la Croatie. Donc c'est là aussi un Toi, petit t'es peu positif, tu nous amènes de l'optimisme hein, quand même, hein. Tu vois la stat mais qui tue. c'est le côté pessimiste pour après pouvoir savourer derrière en cas de bon résultat. Mais au-delà de la stat qui est pas bonne du tout, on a toujours l'impression que la Croatie, pour des raisons géopolitiques, enfin, de Mm. proximité, il y a toujours un supplément d'âme lorsqu'ils affrontent l'Italie. Ouais, oui, oui, complètement. Après aussi, la Croatie, c'est de l'ex-bloc yougoslave, hein, si on peut parler de bloc. Euh, c'est quand même la nation qui s'en tire le mieux depuis quasiment le début, hein, d'ailleurs, de l'éclatement. Ils ont quand même des caractéristiques aussi, la plupart du temps, qui sont pas forcément celles qui nous réussissent le mieux. Parce que c'est à la fois une équipe technique, mais au contraire de ce que l'Espagne a pu être quand on les a rencontrés avant et qu'on les a battus quand même assez souvent. Ça, c'est un peu l'inverse. Ils ont un côté un peu plus direct, un peu plus rentre-dedans, un petit peu plus physique. Donc, à la fois, effectivement, ils ont cet apport technique-là qui est hyper intéressant. Puis en même temps, ils ont un petit peu de mordant, un peu plus de mordant, un peu plus de jeu vertical. Par contre, je suis hyper d'accord avec Paul. Derrière, c'est quand même assez terrible. Euh,
j'ai l'impression, là, on pourrait parler de l'Espagne, mais je me demande si l'Espagne finalement brille pas à travers deux équipes qu'elle a rencontrées, qui se sont soit par manque de niaque, de caractère, soit par quasiment action de se tirer des balles dans le pied, et qu'elle ressort un petit peu à ce niveau-là. Parce que jusqu'à ce que l'Espagne marque contre la Croatie, euh, moi, je voyais quand même pas la Croatie très très en danger. C'est-à-dire que finalement, ils avaient un projet de jeu qui me semblait assez clair, même si je trouve que leur schéma est parfois désorganisé. C'est-à-dire, il y a des moments donnés, je sais plus comment ils jouent. C'est vraiment visuel, hein. Mais en fait, quand même, les buts sont assez, je vais pas dire grotesques, mais quand même, ça défend pas comme une équipe très expérimentée, très Le étrangement. premier, ouais, de Shin Morata dans la profondeur, il est terrible. Les deux centraux, c'est terrible. Bah, même le troisième, hein, il y a un espèce de manque de suivi de l'attaquant qui aboutit à un but quand même hyper facile. Et en plus, c'est le but qui tue parce que il arrive vraiment en fin de mi-temps. Donc là aussi, finalement, il y a peut-être deux équipes qui arrivent avec des certitudes qui n'existent pas trop et aussi qui semblent manquer de caractère. Alors, c'est un peu plus étrange pour la Croatie parce que pour le coup, Mm. là, elle a des tauliers normalement. Donc, mais moi, c'est ce que je ressens un petit peu en voyant cette équipe-là. T'as trois changements derrière entre les deux premiers matchs, hein. T'as juste Soutalo qui reste à son poste. Ouais. Ouais, ouais, non, non, il tâtonne beaucoup. Dalic également, un peu comme, enfin, comme Spalletti, non, parce que Spalletti, au final, il a reconduit le même 11, mais lui, ils ont les changements, il les a fait. Il y a donc cette position de Guardiola, un coup arrière gauche, un coup défenseur central. Enfin, c'est son meilleur joueur en défense, mais il ne sait pas trop comment l'utiliser. Alors, il paraîtrait que contre l'Italie, il va revenir dans l'axe. Les hommes forts de la Croatie, bah, finalement, c'est peut-être un peu ceux qui sont un peu plus en méforme, hein. Un Brozovic qui est parti en Arabie Saoudite, qui, à la différence d'un N'Golo Kanté, ne semble pas avoir le rythme qu'il faut pour jouer un Euro. Un Perisic devait sûrement même peut-être même pas être dans les 26 vu qu'il revenait de blessure. Un Luka Modric qui, malgré tout son talent, bah, il a plus les 90 minutes dans les jambes Mm. comme il pouvait avoir au Real. Mais malgré tout, il joue la totalité du match. Ils ont ce balotage devant entre Budimir et Petkovic, donc ils savent pas trop qui choisir, même si c'est Budimir qui tient la corde. Donc, on peut dire que Dalic, il a aussi ses problèmes, Paul. Oui, oui, là, c'est le problème. Bah, de toute façon, tu le sens. Alors, le 3-0 est dur pour la Croatie contre l'Espagne, même si, comme l'a dit Mickaël, tu leur offres quand même pas mal d'opportunités et en face, ça se foire pas. Mais ouais, tu sens pas une énergie vraiment positive dans cette équipe. Et pour moi, c'est encore plus dangereux, tu vois, pour l'Italie. Tu as deux matchs où tu te dis les joueurs, ils sont pas dedans. Un Modric qui est pas décisif. Et quand tu connais le bonhomme, en fait, je le vois mal sortir d'une compète sans avoir fait son petit coup d'éclat. Ça va être un vrai duel au milieu. En tout cas, au milieu. Enfin, moi, j'ai hâte de voir ce duel au milieu entre trois joueurs bien accomplis côté croate, expérimentés, le haut niveau depuis un petit moment. Et de voir en face, déjà le choix, si c'est Fagioli, Cristante ou Jorginho, et à côté un Barella qui est ce joueur au milieu de terrain qui est capable de te mettre de la lumière dans côté Italie. Donc il y avoir une grosse pression pour les milieux italiens pour essayer de répondre techniquement, parce que c'est surtout ça, c'est un combat technique avec les trois d'en face. Ouais, et encore un autre test, on va dire, pour la défense centrale, qui là va devoir, un petit peu Physiquement. comme Broja, l'Albanie, même si Broja décrochait beaucoup, là, que ce soit Budimir ou Petkovic, Michael, ça va encore être un sacré impact physique. Et puis il y Mm. a Kramaric qui part de la gauche vers l'axe et qui peut encore se retrouver dans la zone de Di Lorenzo. Ça va être chaud, ça va être chaud. Par contre, il y a juste un tout petit truc, c'est que moi j'ai toujours un doute sur les équipes qui se réinventent comme ça lors du troisième match. Même si il y a des mecs qui sont très expérimentés, même si je reçois l'argument de Paul, qui consiste à dire que Modric, il a certainement pas envie de partir, enfin de sortir comme ça de la compétition tête basse sans avoir rien éclairé quoi pendant trois matchs. En même temps, on a connu d'autres équipes surarmées qui n'arrivaient pas du tout à se sortir comme ça à la tête de la NAS.
pour des raisons X, Y, soit parce qu'effectivement, bah là, par exemple, ça peut être effectivement un manque de certitude défensive, de la fébrilité qui se crée un petit peu partout, soit parce que parfois, tu as un joueur qui joue pas. Ça me fait penser, par exemple, à l'équipe de France en 2002. Il y a des trucs comme ça qui font que parfois, en fait, il n'y a rien qui se déclenche. Et c'est normal que les Croates disent, nous, on va y aller avec le couteau entre les dents et on va les agresser, etc. Moi, j'ai plutôt tendance à dire que dans, dans ces 2 premiers matchs, et je prends en compte les 2 équipes, hein, il y en a au moins une qui a fait une mi-temps de vrai haut niveau. Ça reste quand même la nationale. Pendant la première mi-temps contre l'Albanie, et s'ils les agressent comme ils ont fait ça, comme ils l'ont fait lors du premier match, déjà ça peut commencer à faire très vite douter l'équipe d'en face. Donc il faut vraiment pas attendre. Faut pas commencer à y aller en se disant euh, on va observer, etc. Parce que pour le coup, effectivement, face à des joueurs comme Modric, par exemple, ça peut faire mal parce que tout d'un coup, ça peut tourner dans le mauvais sens. Ah, moi, je te rejoins, c'est que si l'Italie arrive avec les mêmes intentions que l'Albanie en première période, je me fais pas énormément de soucis Mm, pour l'Italie. Mais le problème, c'est que j'ai très peur qu'ils arrivent avec l'idée de se dire, on a le point du nul qui nous va, on va sagement attendre la première période, voir comment ça se passe, parce qu'en face, tu mm. sais pas trop comment tu vas être pris. Et que j'ai peur que ça attende, ça attende, ça attende. Et même dans les changements, j'ai très peur que Spalletti attende aussi pour pas prendre de Ouais, risques et pour pas perturber son 11. c'est vrai. Non, non, il y a Ouais. ce risque-là, bien sûr. Il D'accord. y a comme une idée d'avoir, parce qu'on s'était retrouvé dans la situation finalement avec Spalletti contre l'Ukraine lors du dernier match de qualif, Oui, et de faire un petit peu le même match et d'attendre et de se dire, et bah puis très peur finalement, avec un penalty possible en toute on fin de est match. à 30 minutes de la fin, on est à 0-0, je commence à faire des changements défensifs, et puis là la différence c'est que la Croatie par rapport à l'Ukraine, il peut toujours y avoir une frappe de loin d'un Modric ou un coup de tête d'un Petkovic ou d'un Budimir et tu sors quoi. Donc bon, faut relativiser. Du coup, je vais vous demander à chacun votre prono. D'ailleurs, je vais commencer, tiens, comme ça, vu que j'ai été pessimiste un petit peu toute l'émission. Allez, match nul, un but partout et qualif de l'Italie. Oh, il veut se faire peur jusqu'au bout. Allez, moi, je pense qu'on va l'emporter 2-0. Je suis assez optimiste. J'étais très, très pessimiste contre l'Espagne. J'étais absolument persuadé qu'on se ferait rouler dessus. Je l'ai dit, je ne sais pas combien de fois. Euh, et là, je pense qu'en fait, effectivement, je pense que l'équipe va se bouger. Moi, j'y crois. 2-0 pour l'Italie. Bon, allez, je vais essayer d'être optimiste. Je vais mettre un petit 2-1 avec enfin un numéro 9 qui marque avec Arategui qui marque, qui ouvre le score pour lancer l'équipe. Ouais, ce serait important de retrouver les buts d'un attaquant parce que ça fait plusieurs matchs qu'on n'y arrive pas. Je crois qu'on est à 6 rencontres d'affilée Mm. sans un but d'un attaquant. Ça commence à faire beaucoup. Bah écoutez, Paul et Michael, je vous remercie de m'avoir accompagné sur cette émission pré-Croatie et j'espère que ça va pas être la dernière ou peut-être l'avant-dernière de l'Euro, ce qui voudrait dire que l'Italie continue sa course. Je vous remercie tout le monde aussi de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Calcio Azzurro. Ciao à tutti! Salut. Salut!